Il n'a pas pu sauver sa petite sœur dans le monde réel, puis Truck-kun l'a envoyé directement dans le jeu qu'ils adoraient. Cette fois, il se réveille dans la peau du grand frère d'une méchante condamnée à mourir. Pas de rôle de héros, pas de magie tape à l'œil, juste un personnage sans attribut un moins que rien, avec une seconde chance. Il a échoué une fois, mais il refuse d'échouer à nouveau. Certaines fins sont trop douloureuses pour être acceptées 2 fois. Élever une jeune fille peut-il réécrire une histoire destinée à se terminer en tragédie? C'est parti! L'histoire commence avec le personnage principal qui se fait gifler par une fille. Après quoi, elle est partie en lui criant que sa sœur était plus importante pour lui qu'elle. Il s'est excusé l'air confus et a essayé de se justifier. Mais elle a hurlé qu'elle en avait assez et qu'il rompait. Il a touché son visage en pensant que dans sa vie passée, il avait eu une famille très aimante. À la place de ses parents qui étaient toujours au travail, c'est lui qui s'occupait de sa sœur malade. En grandissant, il s'est rentré à la maison et a dit qu'il allait vite préparer le dîner. Elle a toussé et lui a dit qu'il pouvait prendre son temps, même si elle aimerait bien boire quelque chose. Il a préparé le repas, s'est approché d'elle et lui a demandé si elle jouait toujours à ce jeu. Elle a répondu qu'elle était en train de faire la route de Luca. Elle s'est écriée mécontente que le combat l'avait commencé et qu'il devait le faire à sa place. Il lui a répondu qu'elle devrait arrêter de lui refiler les parties ennuyeuses. Il a posé sa main sur son front et a dit d'une voix forte qu'elle avait de la fièvre et que c'était pour ça qu'elle n'avait pas d'appétit. Il lui a pris la manette des mains et a déclaré que le jeu était terminé et qu'elle devait aller se coucher. D'une voix mécontente, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Elle avait déjà décidé que ce serait la fin de tout ça aujourd'hui. Elle s'est couverte avec une couverture et a dit qu'elle avait une idée. Elle resterait allongée à regarder et il jouerait pour elle. Il a accepté à commencer à jouer et a dit que le héros Zéon et Sainte Cassara étaient des clichés. Elle était d'accord et a ajouté qu'à propos le personnage avec les couettes en forme de foreuse était cool. Il a demandé si elle parlait de la méchante Caroline. Elle lui a demandé s'il aimait ce genre de personnage. Il a répondu que ce n'était pas ça. C'est juste que son destin était tragique, un personnage malheureux sans amour et en plus de ça, elle meurt toujours. Elle l'a interpellé et a dit qu'elle aussi elle arrêterait de s'immiscer dans sa vie à mi-parcours. Il s'est indigné et lui a dit sur un ton vif d'arrêter de parler comme ça. En fait, il a un plan pour toute sa vie. Quand elle ramènera son fiancé à la maison, il lui dira que s'il veut sa sœur, il devra d'abord le vaincre. Elle en a ri et a dit que c'était normalement ce que les pères étaient censés faire. Il a pensé qu'après tout, ils n'étaient que frères et sœurs. Peut-être que de l'extérieur, on avait l'impression qu'il la gâtait trop. Quelque temps après, sa sœur a été admise à l'hôpital. Elle s'est excusée en disant qu'elle n'était qu'une source de problème pour lui. Elle lui était reconnaissante d'avoir été là pour elle. Le personnage principal lui a pris les mains, a appelé Nami d'une voix forte et a crié qu'elle n'avait jamais été un fardeau pour lui. Il a été anéanti quand sa sœur est morte. Un médecin est entré dans la chambre et l'a appelé Monsieur Sato et lui a annoncé que ses parents avaient eu un accident et venaient d'être amenés à leur hôpital. Après ça, il est allé au cimetière sous la pluie, pensant que d'après la police, ils étaient pressés de dire adieu à leur fille mourante et avaient dépassé la limitation de vitesse. Il a perdu toute sa famille en une nuit et a commencé à éviter les relations proches avec les gens par peur de perdre à nouveau quelqu'un. Son collègue lui a dit au revoir et qu'il devait y aller. C'était l'heure d'aller boire un verre. Il s'est tourné vers lui et a dit qu'il déclinerait cette fois-ci, qu'il devait finir quelque chose. Son collègue a insisté disant qu'il devait absolument venir aujourd'hui, qu'il aurait des ennuis s'il ne venait pas. Quelque temps plus tard, il est arrivé au bar avec plusieurs personnes et on lui a demandé s'il avait entendu dire qu'Anzo avait eu un bébé. C'est vrai, il est si mignon. Peut-être qu'il devrait le lui montrer. Il a sorti son téléphone et a dit qu'il devait regarder. N'est-il pas adorable? La fille a appelé le personnage principal par son nom et lui a demandé s'il était célibataire. S'il avait une petite amie, il a répondu d'une voix calme que sa dernière remontait à l'université. La fille a posé sa main sur l'épaule de son ami embarrassé et lui a demandé ce qu'il pensait de cette demoiselle. Elle a une fois laissé échapper au déjeuner qu'elle était intéressée par lui. Peut-être qu'il pourrait avoir un rendez-vous un week-end. Il a pensé que c'était donc pour ça qu'on l'avait amené ici. Il s'est excusé et a dit qu'il n'était cependant pas du tout intéressé par une relation en ce moment. Elle a dit que c'était comme ça. On ne pouvait rien y faire. Elle était désolée de l'avoir forcé. Il est sorti après ça. Il s'est excusé mentalement et a pensé qu'il était sûr qu'elle trouverait quelqu'un de mieux et que lui, il était bien tout seul. Il a commencé à traverser la route en pensant que Dieu merci, il avait réussi à se débarrasser d'eux assez tôt. Peut-être, c'était quand même une bonne chose qu'il l'ait repoussé. Il renaquit en tant que bébé et se demanda si c'était la punition de Dieu pour avoir fait pleurer la jeune fille. Il commença à regarder la pièce dans laquelle il se trouvait et la trouva spacieuse. Il a entendu quelqu'un dire derrière la porte que c'était l'heure pour le jeune maître de manger. On pouvait entrer. Il a regardé la bonne et s'est dit qu'il était un peu dérouté par les bonnes et ce style occidental. Elle a commencé à lui donner le biberon et il s'est demandé pourquoi elle faisait ça. Il y a réfléchi. Les bonnes parlent japonais, donc ils sont au Japon. Elles ne sont que 2. Elles s'occupent de lui à tour de rôle. Apparemment, aucune d'elles n'est sa mère. Elle a dit que c'était un enfant vraiment flippant. Il ne rit pas, ne pleure pas.
En plus, il a les cheveux incolores. Il s'est demandé si par incolore, elle voulait dire blanc. Elle l'ignorait complètement. Elle se contentait de le nourrir et de le laver. Il avait déjà entendu parler d'une expérience de ce genre. Tous les bébés de l'expérience étaient morts avant d'atteindre 1 an. Sauf que lui, mentalement, il a 27 ans. C'est une bonne chose que personne ne s'attache à lui. Il ne veut plus jamais perdre quelqu'un de proche. Il vaut mieux ne laisser personne entrer dans son cœur dès le départ. Quelque temps plus tard, une bonne l'a emmené voir un autre enfant et lui a demandé « N'est-ce pas qu'elle est sage? » Elle l'a appelé Maître. Maître, et a dit que c'était sa sœur. Ça l'a beaucoup inquiété, il s'est dit qu'il ne pourrait pas supporter de nouvelles pertes. Une femme en robe est entrée dans la pièce, l'a appelé par son nom et lui a dit qu'il avait tellement grandi et qu'elle était sa mère. Elle s'est approchée de lui et a dit qu'il manquait un peu de charme. Après ça, la bonne lui a mis un nœud sur la tête. Il a regardé les 2 personnes qui se tenaient à côté et s'est demandé « Est-ce que ce sont mes parents? » Sa sœur s'est mise à pleurer bruyamment et il a été surpris par le volume de ses cris. Les parents se sont dit que Caroline pleurait encore. Quel enfant bruyant! Elle a suggéré qu'ils aillent en prendre le thé dans une autre pièce. Il a accepté et ils ont tous quitté la chambre. Il a rampé jusqu'à la porte, a commencé à taper dessus et d'un air inquiet, il s'est demandé pourquoi il laissait un bébé tout seul. Les bonnes ont demandé, et le jeune maître. Ils venaient tous les 2 de manger et ce n'était pas encore l'heure de changer leur couche, donc on pouvait les laisser. Il était très mécontent de ça et pensait qu'elles devraient faire leur travail. Il est allé vers les jouets en se disant que lui non plus, il n'en avait rien à faire. Il a attrapé différents objets et s'est dit que tout ici était définitivement en japonais. Il avait 28 ans, mais il était assis là à jouer avec des cubes. Il a secoué le hochet, a regardé sa sœur qui pleurait et a soupiré de mécontentement. Il lui a apporté le hochet en lui disant de regarder ça. Il lui a donné le jouet, mais elle le lui a immédiatement jeté à la tête. Le personnage principal est tombé. Il s'est assis sur les coussins, a pris le livre et s'est dit qu'il devrait simplement l'ignorer. Il a regardé l'horloge et s'est demandé si c'était l'heure de les nourrir. Il a frappé à la porte et la servante a dit que le maître frappait encore. Qu'est-ce qu'il voulait? Il s'asseyait et jouait tranquillement avec ses jouets. Caroline continuait de pleurer pendant tout ce temps, alors il a sauté et a attrapé la poignée de la porte. Il a poussé et a réussi à ouvrir la porte, ce qui a grandement surpris les servantes. Il a pointé son doigt vers sa sœur et a dit d'une voix forte « Lait ». Elle est immédiatement allée la nourrir sous sa surveillance attentive. Elle l'a regardée et a dit qu'elle avait fini et qu'elle allait donc partir. Il a dit « couche » d'une voix forte avec une expression mécontente sur le visage. Elle a tout fait. Elle a arrêté de pleurer. Il l'a regardée et avec un air joyeux a dit que maintenant elle était rassasiée et que sa couche était changée. Tant mieux pour elle. Il a repris ses esprits, s'est détourné d'elle et a dit que ses pleurs le dérangeaient tout simplement. Que pouvait-il faire d'autre? Après ça, il a changé ses couches, puisque la servante n'était pas là, l'a aidé à s'endormir et a lu un livre. Au bout d'un moment, il l'a regardée et a dit avec surprise qu'elle avait appris à s'asseoir. Bien joué! Elle lui a tendu un cube et il a demandé si c'était pour lui. Il l'a pris et elle a commencé à taper dans ses mains avec un air joyeux, ce qui l'a beaucoup touché. Il était déconcerté par cela et a dit à voix haute que tout ça c'était n'importe quoi. Il n'y avait tout simplement rien dans cette pièce à part des jouets et des livres. C'était si ennuyeux ici. Alors il se divertissait comme il le pouvait. Elle a tendu la main vers lui et a commencé à faire des sons. Il lui a donné le cube et a demandé pardon. Elle lui a donné le cube, après quoi elle a commencé à agiter la main pour qu'il le lui rende. Ils se sont donc passés le cube d'avant en arrière et il se demandait quand elle s'en lasserait. Quelque temps après, il était allongé dans son lit, a réalisé qu'il avait de la fièvre et s'est demandé si c'était un rhume ou une sorte d'infection. Il a couvert sa bouche avec sa main et a pensé que le plus important était de ne pas infecter Caroline. Il a frappé à la porte. Une servante est venue et lui a demandé ce qui n'allait pas. Le protagoniste a dit qu'il était malade. Sa sœur devait être emmenée dans une autre pièce. Elle a dit qu'il était interdit de changer de chambre sans l'ordre du maître. Elle demandera un médecin par l'intermédiaire du majordome. Il a pris une profonde inspiration et a dit d'une voix forte qu'il en avait assez. Alors il n'avait qu'à déplacer les lits dans des coins différents. Sont-elles assez intelligentes pour ça? Elles doivent le faire rapidement. Les servantes ont commencé à déplacer son berceau et se sont demandé s'il ne leur semblait pas qu'il parlait comme un adulte. Exactement. Il n'avait qu'1 an. Il était possédé. Pas d'autre explication. Comme s'il y avait une malédiction sur lui. Il est allé se coucher et a dit qu'il allait dormir. Ils n'avaient qu'à partir quand ils auraient terminé. Il s'est allongé dans son lit et s'est dit qu'il s'était trahi. Il n'aurait pas dû abandonner son rôle d'enfant. Cependant qu'il avait mal à la tête et se sentait lourd. La dernière fois qu'il avait été malade, c'était probablement quand il était enfant. La plupart du temps, il restait avec Nana quand elle était malade. Quelqu'un pleurait. Est-ce que sa sœur, il a ouvert les yeux et lui a dit qu'elle n'avait pas à pleurer? Il arrivait. Il a regardé Caroline, s'est souvenu de ce qui s'était passé et lui a dit qu'elle ne pouvait pas s'approcher. Elle risquait de tomber malade. Les larmes aux yeux, elle a commencé à appeler son frère. Il en a été surpris et s'est demandé si c'était bien elle qui l'appelait.
Était-ce la première fois qu'elle l'appelait « grand frère » ? Après tout, il ne faisait que s'amuser avec elle par ennui. Elle a continué de l'appeler et a commencé à basculer par-dessus la barrière. Très inquiet, il lui a crié d'arrêter. Il a couru très vite vers elle et l'a rattrapée au dernier moment. Soulagé de voir qu'elle n'était pas blessée, il est tombé par terre et s'est endormi. Elle l'a appelé d'un air perplexe, lui a tapoté l'épaule, a écouté sa respiration et a bâillé. Elle s'est approchée de lui et s'est allongée à ses côtés, un air heureux sur le visage. Quand le matin est arrivé, il s'est réveillé, a regardé autour de lui et s'est demandé s'il s'était évanoui. Il a baissé les yeux et a remarqué Caroline qui tenait de ses vêtements. Il l'a regardée et s'est demandé si elle s'inquiétait pour lui. Après tout, elle n'avait que 8 mois. Il lui a souhaité le bonjour et elle l'a joyeusement appelé « frère ». Il a pensé l'air confus. Peut-être qu'il avait tout imaginé lui-même et a décidé de ne plus s'attacher à personne. Mais est-ce possible? Il l'a serré dans ses bras, a acquiescé et a dit qu'il était de son frère et qu'elle était de sa sœur. Quelque temps après, ils ont grandi et Zex a demandé ce qu'ils allaient lire aujourd'hui. Elle a pris un livre, a appelé son frère et a dit qu'elle voulait celui-ci. Il a pris le livre. Les contes de notre royaume. D'accord, assieds-toi, je vais te le lire. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Il a ouvert le livre et a dit que le Seigneur Démon s'approchait déjà d'eux et que tout le monde pensait que c'était la fin. Cependant, soudain, la voix de quelqu'un s'est fait entendre. « Nous ne perdrons pas !» Tout le monde s'est tourné dans la direction d'où venait le cri et a vu 2 personnes, un garçon et une fille. C'était le héros Zéon et la sainte Kazara. Il a dit avec une expression sérieuse qu'il y avait tellement de clichés ici. Caroline l'a appelé et il lui a dit qu'elle pouvait ignorer ça. Il a été très surpris en y réfléchissant et s'est dit que si ce monde était le monde du jeu de sa vie passée, il l'a appelé par son nom et a demandé « Es-tu Flamel ?» Elle a acquiescé et il a pensé que des yeux écarlates, des cheveux dorés. Se pourrait-il que ce soit vraiment un enfant? Il s'est souvenu comment dans une vie antérieure il avait joué à ce jeu et s'est demandé si ça ne marchait pas comme ça aussi. Plus on approchait de la fin, plus il y avait de route. Si elle peut être sauvée, ce sera très probablement dans la route d'Oruka. Au moins d'une manière ou d'une autre, ça devrait marcher. Nami est entrée dans la chambre à appeler son frère. Il s'est tourné vers elle et a demandé pourquoi elle ne dormait pas. Elle a dit qu'elle avait soif, c'est pour ça qu'elle s'était réveillée. Est-ce qu'il aimait vraiment ce jeu à ce point? Il a acquiescé et a dit « C'est bon maintenant, va te coucher ». Elle a accepté et lui a souhaité une bonne nuit. Il a pensé que tout était à cause de ses paroles. Si elle peut être sauvée, alors elle ne quittera pas non plus la scène. Il a trouvé ça tout seul et a fouillé tout le jeu, mais il n'a toujours rien pu faire. Il a commencé à paniquer très fort et à penser que cette fille était simplement condamnée à mourir. Pourrait-elle vraiment être cette méchante? Sa panique a pris fin quand elle l'a serré dans ses bras et l'a embrassé sur la joue. Elle a commencé à lui caresser la tête et a dit que la douleur devrait disparaître. Il a pleuré, a appelé son nom, mais s'est calmé, a commencé à essuyer ses larmes et a pensé qu'il ne laisserait pas ça arriver. Avant que les événements du jeu ne commencent, il pouvait réécrire le scénario. Il lui a pris les mains et lui a dit qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'il allait tout arranger et trouver une solution. Elle l'a regardé et lui a demandé s'il avait encore mal quelque part. Le protagoniste l'a serré dans ses bras et a dit qu'il allait bien et qu'il irait toujours bien tant qu'elle serait avec lui. Il s'est dit qu'il ne laisserait jamais personne lui faire du mal. Il a juré de changer le destin. Après ça, il a pris du papier et des feutres et s'est dit qu'il devait évaluer la situation. Il s'est réincarné dans le monde d'une simulation de drague avec des éléments de RPG, de combat, un jeu auquel il avait joué dans une vie antérieure qui racontait l'histoire d'un héros et d'une sainte. Il est devenu un personnage, le frère de Caroline, un simple PNJ. Le but du jeu dépend du genre que vous choisissez. Le principe du jeu est de se faire des amis et d'avoir des relations amoureuses à l'académie. L'histoire est divisée en 3 parties. La première est l'académie. La deuxième est le voyage pour renouveler le sceau du Seigneur Démon. La troisième est la fin de la route choisie. Cependant, la partie principale du jeu se déroule pendant l'arc de l'académie. Caroline n'est présente dans l'intrigue que si vous jouez une fille. À l'académie, elle se montre immédiatement avec une personnalité exécrable, égoïste, envieuse et arrogante. Contrairement à la sainte, un modèle de pureté, d'innocence et d'honnêteté, elle jalousait la popularité de la sainte et complotait contre elle. Mais avec l'aide de certains garçons, elle a surmonté toutes les difficultés et est devenue encore plus populaire. Caroline n'a pas pu le supporter et a fini par conspirer avec les démons qui voulaient la mort de la sainte. C'est comme ça qu'elle est morte en combattant la sainte. Il fut tiré de ses pensées par sa sœur qui lui tirait la manche et il se tourna vers elle. Elle l'appela avec une expression joyeuse et lui montra ce qu'elle avait dessiné. Le protagoniste a fait semblant d'être surpris et l'a félicité, ce qui l'a rendue très heureuse. Il lui caressa la tête, la remercia et se demanda ce qu'il pouvait faire pour sauver sa sœur de ce terrible destin. Après cela, il marcha dans le couloir en pensant « Donc il faut juste que je ne suive pas le scénario du jeu. » Si elle ne devient pas égoïste en grandissant,
Elle n'entrera pas en conflit avec la sainte et ne s'impliquera pas avec les démons. Il regarda les servantes qui discutaient de lui à voix basse et pensa que la raison pour laquelle Caroline était devenue une méchante, c'était parce que ses parents ne l'aimaient pas et que les domestiques la traitaient froidement. Je crois que c'est comme ça que c'était écrit. Il n'a vu ses parents qu'une seule fois quand ils ont amené sa sœur, et elle ne se souvient même pas de leur visage. Il est clairement impossible de gagner leur amour. Il frappa à la porte en se disant qu'il devait les rencontrer et qu'ensuite il réfléchirait à tout le reste. Il en a parlé au majordome qui lui a dit que d'accord, la prochaine fois qu'il viendrait, il leur transmettrait tout. Zex était perplexe à cause de cela et pensa « Il a dit la prochaine fois, est-ce que ça veut dire qu'ils n'habitent pas ici? Maintenant c'est clair pourquoi on ne les a pas vus. » Après un certain temps dans sa chambre, il demanda à voix haute pourquoi ils avaient laissé leurs enfants dans une maison séparée. 3 mois s'étaient déjà écoulés depuis qu'il avait tout transmis au majordome. Caroline l'appela et lui dit qu'elle voulait aller aux toilettes. Il se tourna vers elle, lui prit le bras et courut très vite dans le couloir. Après cela, ils sont sortis des toilettes et il a dit avec soulagement qu'ils étaient arrivés à temps. Son attention fut attirée par le fait que le majordome saluait le maître et la maîtresse. Zex grimpa sur la balustrade du 2e étage et appela ses parents à grands cris. Le majordome l'interpella vivement, lui disant de faire attention et de descendre de là rapidement. Ses parents l'ignorèrent. Ils appelèrent Zeus et lui demandèrent si le thé était prêt. Il acquiesça et dit que bien sûr aujourd'hui il servirait de l'assam rose. Ça se marie bien avec les framboises. Il pensa l'air déçu qu'il l'ignorait encore. Caroline appela son frère, il descendit et dit que papa et maman ne les avaient tout simplement pas vus. Elle demanda avec une expression perplexe « C'est qui ?» Après cela, ils retournèrent dans la chambre. Il montra les jouets et dit que c'était Papa Lapin. Maman Lapin fait un câlin au bébé. C'est leur enfant à tous les deux. Papa et maman, ce sont ceux qui te font des câlins et qui sont toujours là. Ce sont ceux pour qui tu comptes. Tu comprends? Elle le pointa du doigt et dit que son grand frère, c'est papa et maman. Il commença à partir et elle lui demanda où il allait. Il dit qu'il allait aux toilettes. Il s'approcha de la pièce où ses parents étaient assis et entendit Zeus dire qu'il leur demandait de rester avec Caroline, de rester un moment pour les affaires du domaine. Ils répondirent qu'il devait arrêter de leur raconter ses bêtises. C'est exact. Il doit le faire parce que c'est son travail. D'ailleurs, à propos des enfants, pourquoi se promènent-ils dans le couloir? S'ils s'approchent d'elle, ils vont baver sur ses vêtements et en plus ils sont bruyants. Il dit que cependant le jeune maître voulait les voir. Ils demandèrent d'une voix mécontente « Combien de fois faudra-t-il répéter qu'il doit arrêter de nous parler de ça, qu'il s'en occupe lui-même? » Il peut faire tout ce qu'il veut, mais sans nous. En entendant tout cela, il retourna dans la chambre et elle l'appela papa et maman. Il s'approcha d'elle et dit qu'il n'était que son frère. Elle, avec un air heureux, lui tendit un livre et lui demanda de le lire. Après cela, ils passèrent entre la journée ensemble à l'air se coucher et il se dit que même s'il n'était qu'un frère, il remplacerait ses parents. Il lui donnerait tout son amour. Quelque temps plus tard, ils sortirent dans la cour. Elle vit un papillon qui lui plaisait et demanda à son frère « C'est quoi ça? » Le protagoniste le regarda et dit que c'était un papillon magique. Ils adorent les fleurs dont s'occupe leur jardinier. Il regarda sur le côté et dit « Le voilà. » Le jardinier les remarqua et demanda au maître comment il pouvait les aider. Ils s'approchèrent de lui. Elle s'inclina et le remercia avec une expression joyeuse. Il les regarda de loin en pensant « C'est merveilleux. » Tant qu'elle grandira pour devenir une fille gentille et sincère, la mort l'épargnera à coup sûr. Cependant, il ne faut pas se relâcher. Elle n'a que 2 ans, tout peut encore changer. De plus, ce monde est une copie du monde du jeu. Il doute que le pouvoir du scénario perdure. Un papillon se posa sur le doigt de Caroline et avec une expression joyeuse, elle l'appela en disant qu'elle était devenue amie avec le papillon. Un papillon se posa aussi sur son doigt et il pensait qu'il protégerait sa douce sœur à n'importe quel prix. Pour changer son destin, il avait lui-même besoin de force. Quelque temps plus tard, il se réveilla, tôt le matin se changea et sortit. Il commença à s'échauffer et se dit qu'il avait entendu quelque part que soulever des poids était mauvais pour les enfants. Alors pour l'instant, il allait courir et s'étirer. Il développerait son corps en grandissant et apprendrait les arts martiaux. Après un certain temps, il arriva dans la cuisine, regarda les cuisiniers et pensa que la magie était courante dans ce monde et qu'elle était divisée selon les éléments. Le cuisinier avait les cheveux et les yeux rouges. Cette couleur était de son élément. Le cuisinier regarda sur le côté, remarqua le jeune maître et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Il fut un peu déconcerté par cela et dit qu'il voulait boire. Il se tourna vers sa collègue et lui dit de lui servir de l'eau. Elle utilisa le sort de la boule d'oiseau pour verser de l'eau dans un verre et il pensa que ses yeux et ses cheveux étaient bleus, ce qui signifiait qu'elle appartenait à l'élément de l'eau. Le cuisinier le regarda et dit qu'il était si surpris par la magie la plus simple. Il était né aristocrate sans couleur. Il me fait pitié. Le protagoniste pensa que le blanc signifiait l'absence d'éléments. Par nature, tous les gens naissent avec du mana, mais celui-ci ne peut être incarné que par un élément inné. Cependant, rien ne peut être simplement incarné.
Par conséquent, les sans-couleurs sont incapables d'accomplir une telle magie. Il tendit un verre vide et la remercia. Le cuisinier dit que la lignée familiale ne durerait pas longtemps si un sans-couleur devenait l'héritier. Il est clair que la demoiselle à l'élément de lumière deviendra l'héritière. Si sa lumière s'éveille comme celle d'une sainte, les maîtres seront incroyablement heureux. Il commença à quitter la cuisine et pensa « C'est donc ça, elle est incroyablement précieuse. » Alors pourquoi la traite-t-il comme ça? Dernièrement, ils ont commencé à mieux la traiter, mais ils disent la même chose de lui. Ils le traitent de raté de naissance. C'est ainsi que les gens traitent les sans-couleurs. Cependant, même les sans-couleurs sont capables de quelque chose. Après un certain temps, il retourna dans la chambre, remarqua que Carol commençait à s'endormir et lui demanda si elle voulait dormir. Elle accepta. Il la mit au lit et quitta le domaine. Il courut jusqu'à la forêt s'arrêta et pensa que maintenant il voulait essayer le renforcement corporel. Comme son nom l'indique, cette compétence renforce le corps. Il suffit de canaliser le mana. Le jeu disait que tout le monde pouvait l'utiliser, même les sans-couleurs. C'était écrit dans le lore, ce qui signifie que la magie sans couleur n'a tout simplement pas encore été découverte. Cependant, ce n'est pas que la magie leur soit complètement inaccessible. Donc, il maîtrisera d'abord le renforcement pour que son corps apprenne à contrôler le mana. Il canalisa le mana dans ses mains, mais soudain des blessures apparurent sur ses doigts. Et il pensa que cette compétence n'était généralement pas populaire en raison de sa complexité et du risque de blessure. Il se demanda pensif « Attends, et si je fais une erreur en utilisant la magie sur ma tête ?» Il l'imagina et se dit que maintenant il comprenait pourquoi personne ne l'utilisait. Il serra sa main blessée en un point et pensa que de toute façon il n'avait pas le choix car il se devait de protéger sa sœur. Quelque temps plus tard, Caroline se réveilla dans la chambre et demanda où était son frère. Zex ouvrit la porte. Elle courut vers lui et le serra dans ses bras. Il lui demanda pardon et dit « Tu es déjà réveillé !» Elle regarda sa main et il dit d'un ton un peu confus qu'il essayait d'utiliser la magie. Elle se mit à pleurer en voyant ça. Il commença à bander sa main, lui demanda pardon et dit que ce n'était rien maintenant. Il pensa qu'il lui avait fait peur. Il devait s'entraîner en secret loin d'elle. Ils allèrent lire un livre et il dit qu'alors le sage de la forêt avait dit que s'il voulait que son souhait se réalise, il devait lui apporter 3 objets. Son attention fut attirée par les mots concernant les objets et il commença à se souvenir de ce qui était dit à ce sujet dans le jeu. Il y pensa, ce qui inquiéta beaucoup Caroline, et elle l'appela d'une voix forte. Il s'excusa et lui demanda où il s'était arrêté. Il continua à s'entraîner et à utiliser la magie. Les jours suivants, il travailla son écriture, mais sa sœur était très malheureuse qu'il lui consacre moins de temps. Elle sortit, appela son frère et lui demanda où il était. Le jardinier interpella la demoiselle et lui dit qu'il était dangereux de se promener seul. Elle s'approcha de lui et lui demanda où était son frère. Il répondit qu'il ne l'avait pas vu. Il devrait rentrer. Il la raccompagnerait jusqu'à l'entrée. Après cela, elle retourna dans la chambre et s'assit sur un coussin au milieu de la pièce. Quelque temps plus tard, le protagoniste sortit de nouveau dans la forêt, lança une branche en l'air et la rattrapa. Il utilisa la compétence de renforcement corporel et la brisa d'une seule main. Il se dit que pour l'instant, il ne pouvait utiliser que le double renforcement. Encore un peu, et il pourrait écraser des pierres. Il regarda sur le côté, aperçut Carol et l'appela à voix haute. Il s'approcha d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait là et depuis combien de temps elle était là. Elle serra les poings, baissa la tête et à sa grande surprise dit qu'elle détestait ça. Le protagoniste grimaça en entendant ces mots. Des larmes apparurent dans ses yeux et elle dit qu'elle voulait que son frère soit avec elle. Zex la regarda et pensa « Mais qu'est-ce que je fabrique, quel piètre protecteur! Il a fallu que je gâche tout comme ça. » Je n'arrêtais pas de dire que c'était pour Caroline, mais si c'est pour la faire pleurer, à quoi bon? Il s'agenouilla devant elle et lui demanda pardon, puis la serra dans ses bras. Il lui dit que ses paroles sonneraient peut-être comme une excuse, mais qu'elle devait savoir que pour lui, il n'y a rien ni personne de plus important qu'elle en ce monde et que ça ne changerait jamais. Caroline se frotta les yeux et demanda si c'était vrai. Le protagoniste répondit par l'affirmative. Elle sourit et se mit à rire. Ils se prirent la main et Caroline lui demanda s'il était au courant. Après ça, il lui demanda si elle était sérieuse. Elle affirma avec assurance qu'elle le voulait et qu'elle resterait avec son frère. Zex rétorqua qu'elle avait eu peur quand il avait été blessé. Elle répondit que non et qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'il soit blessé. Le protagoniste pensa qu'elle s'inquiétait juste pour lui. Quel idiot il était. Puis il lui demanda quel genre de magie elle voulait apprendre. Elle répondit avec enthousiasme que si c'était avec son frère, n'importe laquelle lui irait. Zex déclara qu'à partir de maintenant, il lui apprendrait la magie. Elle s'étira et répondit par l'affirmative, l'appelant maître. Il dit qu'il devrait commencer par les bases, la magie des sphères et la magie élémentaire du feu. Bien sûr, elle accepta avec joie. Le protagoniste pensa que Caroline avait les cheveux dorés et les yeux rouges. Elle maîtrisait 2 éléments, la lumière et le feu. Mais dans le jeu, la méchante Caroline ne pouvait pas utiliser la magie de la lumière. Les mages de lumière sont rares en soi, mais ce n'est pas tout. La lumière est différente des autres éléments. On dit que pour l'utiliser, une personne doit avoir un cœur rempli de compassion. C'est un peu vague.
La compassion ne peut être mesurée, c'est pourquoi on l'appelle la magie sacrée. Mais si c'est vrai, alors la Caroline actuelle est tout à fait capable d'utiliser la magie de la lumière. Caroline lui dit qu'elle avait réussi. Il lui tapota la tête et la félicita. Elle rit en réponse. Zex se dit que si elle devenait une mage de lumière, la famille royale, l'Église et tous les autres se mettraient immédiatement à la pourchasser. Il ne pouvait pas la laisser se faire blesser. En serait-il capable? L'avenir était incertain, mais lui et Caroline grandissaient et les choses semblaient s'améliorer. Cependant, Zion dit qu'elle était ravie de les rencontrer. À partir d'aujourd'hui, elle était leur servante personnelle. Le protagoniste pensa que Zion Suhira Chromis était une espionne. Il lui dit que c'était sa première mission et que le client était de la famille royale. Comprenait-elle, elle, une médiocre, avait reçu un grand honneur. Elle devait remercier ses mécènes. À partir de ce jour, elle était leur servante personnelle. Ils répondirent par l'affirmative et dirent qu'ils feraient une connaissance. La servante dit qu'il faisait un peu étouffant ici. Elle leur demanda la permission d'ouvrir la fenêtre. Elle fit un pas, mais se tordit la cheville et tomba. Elle ouvrit la fenêtre et dit qu'elle resterait dehors. Ils n'avaient qu'à l'appeler s'ils avaient besoin d'elle. Zion pensait que sa cible était Caroline Flamel Usari Forinata. Son travail consistait à la surveiller, elle, une potentielle utilisatrice de la magie de la lumière, et s'il y avait le moindre soupçon de pouvoir, elle devait immédiatement rapporter l'information à la couronne. Cependant, à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Zion appela le protagoniste. Zex et sa sœur quittèrent la pièce. La servante demanda s'ils avaient besoin de quelque chose. Le protagoniste répondit que non. Caroline avait juste besoin d'aller aux toilettes. Elle s'inclina et dit qu'elle comprenait. Ils commencèrent à s'éloigner de la chambre, mais Zion les suivit. Zex se retourna et dit « On peut dire ça ». La servante dit qu'elle s'appelait Zion. Le protagoniste lui dit qu'elle n'avait pas à les accompagner. Elle répondit que c'était de son travail. Caroline le tira par le bras et dit qu'elle était là. Zion dit à Caroline qu'elle devrait appeler Zex plus respectueusement comme « cher frère ». Caroline demanda confuse « Frère ». Le protagoniste dit qu'il était d'accord avec elle. Il était temps qu'elle commence à s'habituer à l'étiquette. Elle devait simplement l'appeler « frère ». Caroline demanda « frère ». Zex répondit que oui et la complimenta. Elle le serra dans ses bras et rit. La servante pensa à quel point le frère et la sœur étaient une rareté parmi les aristocrates. C'était étrange qu'elle ait été assignée aux deux à la fois. Bien qu'elle n'ait prévu de se concentrer que sur la jeune fille, cela lui facilitait encore plus la surveillance de Caroline. Déguisement. Zion envoya la lettre par oiseau, mais le protagoniste observait toute la scène. La servante annonça que pour le goûter d'aujourd'hui, il y aurait des biscuits à la confiture de rose. Caroline était sur le point d'appeler Zex, mais Zion l'interrompit. Caroline se reprit et lui demanda « Ces fleurs viennent de notre jardin », demanda le protagoniste. La servante dit que c'était formidable. Elle vérifierait avec le chef plus tard. Zex lui dit maladroitement qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Elle pouvait partir. Zion s'excusa auprès de lui et dit que c'était de son travail. Elle posa une tasse pour lui. La servante se dit qu'elle devrait demander ce que les autres domestiques pensaient de Caroline. Elle dit que c'était la vaisselle du thé. Pouvait-elle la laver elle-même? Il répondit par l'affirmative et la remercia. Il demanda si elle était nouvelle et comment elle avait réussi à trouver un travail ici. Zion demanda de quoi il parlait. Elle dit que l'air est incolore. Sachant cela, seuls les condamnés ou au moins des gens bizarres accepteraient un travail ici. La servante répondit calmement qu'elle avait été engagée sur recommandation et que tout allait bien. Elle rit et dit qu'il ne fallait pas se vanter. Elle a dit qu'en plus, la demoiselle a les cheveux clairs. N'est-ce pas prometteur? Elle a raison sur ce point. Elle est tout simplement merveilleuse. Elle aime sincèrement son frère Lua et elle est gentille avec les domestiques. Il a dit qu'elle irait loin. Zion a dit que madame. Caroline était intéressée par la confiture, se demandant si elle était faite avec les roses du jardin. Elle leur demandait « Vraiment, alors la prochaine fois, elles feront des pétales confits. Ils devraient de la respecter tant qu'ils le peuvent. Après tout, elle pourrait devenir la prochaine sainte. » Il a dit qu'elle devait aller voir, sinon elle mettrait son frère en colère. Elle s'est approchée d'elle et lui a demandé si elle avait bientôt fini. Elle nettoierait le reste elle-même. La servante a dit « C'est fini ». Elle a regardé dans l'évier et a dit « Oui, ça l'est, c'est terminé ». Elle a répondu positivement. Elle a frappé à la porte et a annoncé que c'était l'heure de dîner. Caroline, Zon a dit qu'elle pouvait. Le protagoniste l'a interrompu et a dit « Pas la peine, il le ferait lui-même ». La servante a dit qu'elle allait nourrir la maîtresse. Puis Caroline a dit « Pas la peine, je peux manger toute seule ». La servante l'a corrigée. « C'est ça, elle peut manger toute seule ». Caroline a répété après elle « Je peux manger toute seule ». Zex a souri et l'a félicité. Elle se débrouille bien. Caroline a joyeusement acquiescé et la servante l'a de nouveau corrigée. Caroline l'a regardé d'un air offensé. Zex a dit que c'était son pyjama. Elle devait se changer. L'instant d'après, Caroline sautillait dans la pièce en se cachant derrière le protagoniste. Il a dit qu'il la changerait lui-même.
La servante a de nouveau insisté sur le fait que c'était son travail. Zex a dit qu'il aimait de s'occuper de Caroline, donc tout allait bien. D'accord. Zion a répondu positivement et a dit que comme il l'avait dit, elle leur souhaitait une bonne nuit. La servante montait les escaliers et a entendu cette conversation. Elle s'est demandé combien de temps la nouvelle bonne tiendrait avec le maître. Oui, la première était un cauchemar, elle ne considérait pas les gens sans couleur comme des humains. Elle n'a pas pu le supporter et a démissionné sur le champ. Mais même sans ça, il est effrayant, n'est-ce pas? Elle a répondu par l'affirmative. Elle a dit qu'on raconte que quand il n'avait qu'1 an, il nous a crié dessus comme un adulte et la deuxième s'est enfuie aussi. Elle a dit qu'elle l'avait vu danser bizarrement tout seul. Elle a dit qu'il était certainement possédé. Pourquoi ne l'ont-ils pas séparé de la maîtresse? Elle a répondu que dès qu'elle s'approchait de Caroline, il était là. Et puis, à quoi bon s'occuper d'enfants dont les parents se fichent? On ne sera pas payé ce plus. À ce moment-là, Zion a ouvert la porte. Elle l'a regardé et a dit « C'est fini ». Elle a répondu « C'est ça. C'est facile pour elle avec lui, n'est-ce pas? Il fait tout lui-même. » Elle a dit que c'était en quelque sorte injuste. C'était elle qui travaillait. La servante a commencé à se déshabiller. Elle a dit « C'est vrai peut-être qu'elle pourrait les aider alors. » Elle a répondu affirmativement et a dit que de toute façon, son frère s'occupait de la maîtresse. Il avait plus besoin d'elle. Qu'il rampe devant sa sœur. Il a eu le malheur de naître noble et sans couleur. Zion les a regardés avec un regard glacial. Elle a dit qu'il était déjà tard. Elle a répondu par l'affirmative et leur a souhaité une bonne nuit. La servante se demandait s'il grognait. Non. Son regard était froid et calculateur. Serait-elle utile à lui et à sa sœur, ces deux-là? Elle devait mettre ses émotions de côté. Elle devait gagner la confiance du protagoniste. Elle s'est souvenue de son enfance. Comment son père l'avait insultée. Il lui demandait ce dont elle avait besoin. Elle devait rester hors de sa vue. Elle pensait à son père. Il a dit que leur famille avait autrefois perdu une lutte de pouvoir et leur patrie. C'est uniquement grâce à la famille royale du Saint-Royaume qu'ils vivaient maintenant dans la prospérité. Ses yeux, ses oreilles, son corps, ses cheveux, son âme. Elle devait tout dédier à cette couronne. Même quelqu'un comme elle pouvait servir de pion. Elle se demandait si en se sacrifiant pour sa famille, son père finirait par l'accepter. Zex lui a dit qu'elle ne devrait pas travailler si dur pour eux. Zion a répondu que c'était son travail. Si elle était payée, elle devait le faire consciencieusement. Elle a dit à Caroline qu'elle devait changer de vêtements. Caroline a dit non et a serré son frère dans ses bras. Elle a dit qu'elle voulait que son frère la change. La servante a dit qu'elle voulait que le maître fasse le travail des domestiques. Elle doit être capable de gérer les domestiques. Caroline l'a appelée. Zion a dit qu'elle voulait voir Caroline devenir une vraie dame. Caroline a demandé au protagoniste s'il serait heureux si elle devenait une dame. Zex a répondu positivement et a dit qu'il serait fier d'elle. Caroline a dit qu'elle comprenait et qu'elle allait essayer. Elle était très déterminée. La servante l'a de nouveau corrigée. Puis Zion a appris à Caroline comment marcher correctement, comment manger correctement et comment faire la révérence correctement. Caroline a dit au protagoniste qu'il devait courir jusqu'au kiosque le plus vite possible. Zex a remercié la servante et a dit qu'il pensait lui-même qu'il était temps. Après tout, même les proches devraient garder leur distance. Elle devait continuer son bon travail car il ne comprenait pas tout aux affaires de filles. La servante était d'accord avec lui. Le protagoniste lui a fait un large sourire. Puis il est allé jouer avec sa sœur. Caroline a dit que ce n'était pas juste. Ils devaient commencer ensemble. Zion pensait qu'elle avait beaucoup gagné sa confiance. Elle s'est souvenue qu'on lui avait dit qu'elle était inutile. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Zex l'a regardée avec incrédulité. Caroline lui a dit de regarder. Les cheveux là étaient blancs. Soudain, le lièvre qu'elle regardait a décidé de... Caroline a regardé tout ça avec surprise, puis elle s'est accroupie à côté de lui et lui a dit qu'il n'avait pas à avoir peur, qu'il devait venir vers elle. Elle l'a pris dans ses bras et a dit qu'il était tout doux et qu'il avait même des yeux comme les siens. Zex s'est approché d'eux, a donné raison à Caroline et a dit qu'ils étaient tout aussi beaux et rouges. Zion a observé la scène sans la moindre émotion. Elle était en train d'écrire une lettre, un rapport d'observation, mais il n'y avait aucun progrès en matière de magie des objets. Elle a envoyé la lettre et s'est dit que le lapin sauvage s'était soudainement calmé. Était-ce un aperçu de la magie de la lumière? Elle ne cachait rien. C'est juste qu'on ne peut pas rapporter quelque chose qui n'a pas été testé. Caroline et Zex faisaient des exercices d'échauffement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a demandé si c'était ce qu'ils avaient appris la veille. Zex a confirmé ajoutant qu'elle se souvenait de tout. Caroline a répondu par l'affirmative. Zex a dit que la magie est considérée comme quelque chose d'intuitif, mais il pense que sans théorie de base, rien ne peut fonctionner correctement. À ce moment-là, la servante les observait. Elle s'est dit que Maître Zex lui-même était sans couleur et ne pouvait pas utiliser la magie, mais qu'il faisait tellement d'efforts pour enseigner à sa sœur. Il tenait vraiment à Caroline. Mais n'enviait-il pas son talent? Il n'était encore qu'un enfant, mais il se comportait comme un adulte. À cet instant, Caroline a frissonné. Caroline a réussi à utiliser la magie. Zion l'a regardé et a pensé « c'est une boule de lumière ».
Elle s'est retournée et s'est mise à courir. Au même moment, elle s'est dit qu'elle devait faire son rapport de toute urgence. S'ils apprenaient ça, Caroline serait emmenée au palais. Caroline a appelé Zex et lui a dit qu'il devait voir ça. La servante a pensé qu'ils allaient vivre séparés. C'est que son travail. Puis elle leur a apporté le déjeuner. Zex lui a dit à voix basse que lorsque Caroline s'endormirait, il devrait parler. D'accord. Caroline s'est endormie. À ce moment-là, Zex et la servante marchaient dehors. Zion lui a demandé de quoi il voulait parler. Elle s'est dit que pour une raison quelconque, elle se sentait mal à l'aise. Quelle aura... Zex l'a regardé et a dit « Tu es une espionne de la famille royale, n'est-ce pas? » La servante a été surprise. Elle a commencé à paniquer et a essayé de dire quelque chose, puis elle a pensé « Quoi? Pourquoi est-ce que je tremble de tout mon corps? » Zex lui a dit qu'elle ne niait même pas. « Tu n'as pas encore eu le temps d'envoyer le rapport. N'est-ce pas? On doit faire un marché. Je ne dirai rien sur toi et tu garderas le silence sur la magie de Caroline. » Zion lui a répondu que ce n'était pas correct. Elle avait juré allégeance à la couronne. Zex a claqué des doigts et la servante s'est transformée en elfe. À cet instant, Zion s'est demandé si son déguisement avait été percé à jour. Zex a dit que cela signifiait qu'elle était une elfe. « Si tu n'acceptes pas mes conditions, je révélerai ton secret à tout le monde. » Oui, la couronne utilisait des elfes les ennemis jurés de leur pays. Ils n'osaient imaginer ce que le peuple ferait à la famille royale si la vérité éclatait. La servante a répondu que le chaos s'installerait. Zex a dit « Et qu'est-ce que ça peut me faire? L'essentiel, c'est que Caroline soit en sécurité. Ce n'est pas moi qui ébranle ce pays, c'est toi. C'est toi qui as juré allégeance à la couronne. » Il a pointé son doigt vers elle et a demandé « Est-ce que vraiment ce que tu voulais dire? » Puis il a enchaîné. « Alors tu acceptes mes conditions. » Zion est tombée à genoux devant lui et a dit qu'elle acceptait tout. Zex lui a dit qu'elle devait bien écouter. Puis il lui a interdit de divulguer la moindre information sur les enfants étranges sans sa permission. Puis il a fait un geste de la main et la servante a cru sentir quelque chose l'envelopper. Peut-être qu'elle l'imaginait. Zex a parlé d'un accord unilatéral. Parfait. De son côté, il garderait le silence à son sujet, tant qu'elle tiendrait de sa parole. Puis Zex a fait un geste de la main et a dit que tout était prêt, qu'il serait heureux de collaborer avec elle. Ensuite, il lui a souhaité une bonne nuit et il est parti. Zion l'a regardé partir et s'est dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout avait tourné comme ça. Elle a réutilisé son déguisement et s'est dit qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter du tout. C'était une espionne entraînée. Pourquoi avait-elle perdu son sang-froid? Et puis le sort de serment et la dissipation du déguisement. Cet enfant utilisait une magie qu'il ne comprenait pas. Qui était-il? Il a dit « Bon, il faut qu'elle commence de l'entraînement. » Caroline lui a répondu, mais Zex a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour elle. Il lui a demandé si elle pouvait utiliser la lumière. Caroline s'est excusée en disant qu'elle ne savait pas comment faire. La magie de la lumière, c'est bien celle qui guérit et purifie les malédictions. Elle étudiera dur pour la maîtriser un jour. C'est ce que le protagoniste a dit en quelque sorte. Il lui a dit de ne rien dire au sujet de la magie de la lumière. Elle ne la montrera à personne et si quoi que ce soit arrivait, elle devrait jouer le jeu. Zion s'est inclinée devant lui et a dit qu'elle avait tout compris. Caroline l'a interpellé et lui a rappelé qu'il lui avait dit que c'était leur secret rien qu'à eux. Si de mauvaises personnes l'apprennent, ils l'enlèveront et ils ne se reverront plus jamais. Zex a acquiescé et a dit qu'il pensait qu'elle devait être au courant. Il a demandé à sa sœur s'il avait déjà eu tort. Caroline a été un peu surprise, mais a reconnu qu'il avait raison. Le protagoniste a demandé à la servante si cela la dérangeait. Diane lui a répondu que pas du tout. Elle lui avait prêté serment. Zex a dit que c'était bien. « Bon, je vais te parler de moi aussi. » Il a demandé à la servante ce qu'on lui... La servante répondit que les gens sans couleur n'étaient que des personnes sans talent et sans magie. Caroline, très surprise, demanda « Quoi? » Elle lui demanda comment elle osait dire une chose pareille sur son frère. Le protagoniste expliqua que c'était ce que la société pensait. Zion ne faisait qu'exprimer l'opinion générale. Elle ne devrait pas être en colère. Caroline fut d'accord avec lui et y réfléchit. Et voilà que ça recommençait. Ce qu'il utilisait, c'était de la magie sans attribut. D'habitude, les gens incantent leur mana à travers leur attribut, mais lui, il utilise le mana dans sa forme la plus pure. La servante dit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Zex souriant dit qu'il avait inventé ça lui-même. Bien sûr, s'il n'avait pas de mana, rien n'aurait fonctionné, mais les personnes sans couleur en ont, et il a trouvé autre chose. Il lui prit la main et utilisa la joie. Il lui demanda « Alors comment c'est? » Zion rougit et sentit soudain une chaleur dans son cœur. Il expliqua que c'était de la magie mentale de sa propre création. S'il ne pouvait pas manifester la magie, il n'avait qu'à l'utiliser intérieurement. C'était tout à fait simple et logique. C'est comme ça qu'il a inventé la magie de contrôle mental. Cet état, la dernière fois, n'était rien de plus que l'effet de sa compétence de panique. Le protagoniste pensa que dans de mauvaises mains, c'était un pouvoir terrifiant. D'ailleurs, les gens ordinaires ne peuvent pas voir le mana pur. Il lui dit qu'il avait d'autres types de magie, mais qu'il les lui montrerait plus tard. Il lui demanda si elle aussi elle garderait son secret.
La servante rougissant toujours accepta. Caroline devint un peu jalouse et appela Zex. Elle dit qu'elle seule pouvait lui tenir la main et se sentir heureuse. Zion retira sa main et lui demanda de lui pardonner. Il dit que ce n'était rien. Caroline attrapa son frère et pensa qu'il lui avait révélé leur secret. Méritait-elle vraiment leur confiance? Le protagoniste était assis en train de lire un livre, puis il réalisa qu'il avait presque 5 ans. Zex, un livre à la main, regardait par la fenêtre. Il pensa qu'il était temps pour lui d'apprendre comment vivaient les gens ordinaires dans ce monde. Il y avait l'Église ainsi que les guildes d'aventuriers, mais si Caroline l'apprenait, elle le suivrait à coup sûr. L'emmener dans un endroit peu sûr était dangereux. Il appela la servante et lui demanda si Caroline était toujours occupée. La servante répondit que oui et que sa leçon ne se terminerait pas de sitôt. Le protagoniste se dit que c'était le moment. Caroline marchait dans le couloir en appelant Zex. Elle demanda où il était, puis elle le trouva avec la servante. Le protagoniste demanda ce qui n'allait pas. Cependant, à ce moment-là, le vrai Zex se promenait dans les rues de la ville. Il était surpris. Il pensa que la rue principale était impressionnante, mais qu'il ne devrait probablement pas entrer dans un magasin habillé comme ça et qu'il valait mieux pour lui de ne pas aller non plus dans les ruelles sombres. Il ne connaissait pas du tout les prix. Il devrait demander à Zion plus tard. Il regarda la nourriture et pensa que tout avait l'air délicieux. Il se retourna et se demanda si c'étaient des enfants. Il n'y avait pas d'adultes dans les parages. L'endroit semblait assez sûr. Son père était-il vraiment occupé? Non. C'était peut-être l'œuvre de ses boss. Il aimerait bien s'acheter une collation la prochaine fois, mais il n'avait pas d'argent pour le moment. Demander de l'argent sur majordome semblerait trop suspect. La servante lui demanda ce qui n'allait pas. Caroline lui demanda où était son frère. Le garçon répondit qu'il était juste là. Caroline cria que ce n'était pas son frère. Il est tellement plus cool et plus beau. Il est tout brillant et il dégage toujours une chaleur qui réchauffe le cœur. Pendant qu'elle racontait tout ça, elle rougit un peu. Elle pointa le garçon du doigt et demanda quelle était cette imposture. Zion dit que c'était impoli de pointer du doigt. Caroline rétorqua qu'elle devait répondre à sa question. Elle insista pour qu'elle lui dise la vérité. La servante lui expliqua que c'était un clone créé par sa magie d'illusion combinée à la magie mentale du protagoniste. Pour que tout se passe bien, elle lui demanda de traiter ce clone comme s'il était réel jusqu'au retour de son frère. Caroline demanda pourquoi il ne lui avait rien dit. Pourquoi devait-elle tout apprendre de sa bouche à elle? Son frère lui cachait toujours des choses. Mais depuis que Zion était apparu, ils avaient commencé à partager des secrets. Pourquoi pas elle? Elle n'a personne d'autre que son frère, elle ne devrait pas le lui prendre. Zion répondit qu'elle était en fait une espionne envoyée pour les surveiller, ou plutôt qu'elle l'était. Zion se pencha vers elle et dit qu'elle ne pouvait pas tout lui dire pour l'instant, mais qu'à cause de la magie de Maître Zex, elle ne pouvait lui faire aucun mal. Elle ajouta tristement que le maître ne lui faisait pas confiance, qu'il la gardait seulement près de lui pour la surveiller et qu'il ne se souciait pas d'elle. Caroline baissa la tête et s'excusa. Zion fit la remarque. Personne ne serait heureux d'admettre sa culpabilité, et encore moins elle. Caroline lui prit la main et répondit que non. Elle avait parfaitement le droit de faire ça, et elle sentait quand même que son frère comptait sur elle ne serait-ce qu'un peu. Zion la regarda tristement et demanda « Vous croyez ?» Sa sœur répondit qu'elle le connaissait mieux que personne, donc elle en était sûre, puis elle s'endormit. Le protagoniste fut surpris qu'elle ait tout compris si vite. Elle vint voir Zex et lui expliqua que oui. Dès qu'elle avait vu le clone, elle avait immédiatement réalisé que ce n'était pas lui. Mais les autres n'avaient rien remarqué. Le protagoniste demanda surpris « C'est une question de détail. » Il ajouta « Pour des mages ou des guerriers puissants, quelque chose pourrait attirer leur attention, et le clone a besoin de quelques ajustements. J'aurais besoin de ton aide. » Elle inclina la tête et accepta. Le protagoniste demanda à la servante « Comment Carol a-t-elle réagi quand elle a réalisé que j'étais parti? » Sion répondit qu'elle n'avait fait qu'attendre son retour pendant tout ce temps. Le protagoniste ajouta que ce n'était pas de ça qu'il parlait et demanda ce qui s'était passé à ce moment-là. La servante le regarda et répondit « Disons simplement qu'elle est beaucoup trop attachée à vous. » Zex sauta sur une chaise et dit qu'il s'en doutait. Le protagoniste réalisa qu'à part les adultes qui étaient ses subordonnés, il était le seul dans le domaine et qu'elle n'avait personne avec qui nouer des relations normales ou socialiser, car elle n'avait pas de camarades de son âge. Donc tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de s'accrocher à lui. Le protagoniste songea tristement au fait que c'était lui qui avait filtré son entourage et limité ses contacts avec l'extérieur. Alors était-ce de sa faute? Il le réalisa, et il semblait que leurs parents ne se souciaient guère de ses interactions avec les autres enfants de nobles. Le lendemain matin, Zex invita sa sœur à l'accompagner en ville car il lui avait préparé un clone. Caroline demanda surprise « Vraiment ?» Le protagoniste regarda sa sœur et le clone avec un... Elle réalisa qu'elle s'entendrait bien avec le clone. Le clone du protagoniste se regarda et fit la remarque. On dit qu'ils sont différents même s'il a implanté des copies de leur conscience en eux. La sœur passa sa main sur le clone mais elle le traversa. Le protagoniste savait qu'ils étaient incorporels de simples amas d'énergie que Sean avait camouflés. Il y réfléchit.
Le mana est intangible comme les rayons du soleil, bien que le compressé serait différent, mais c'est une autre histoire, il a donc besoin de quelqu'un pour le couvrir. Le protagoniste regarda la servante et ajouta qu'il comptait sur elle. La servante accepta l'ordre. Il jeta un coup d'œil à sa sœur et lui fit signe de s'approcher. Zex serra sa sœur dans ses bras et ils se camouflèrent. Caroline regarda ses yeux et ses cheveux et fit remarquer qu'ils étaient trop voyants. Le protagoniste expliqua qu'il leur avait donné des yeux verts et des cheveux bruns pour que personne ne les reconnaisse. Caroline jeta un coup d'œil à ses cheveux et se mit à rire. Maintenant, c'était pareil. Ils sortirent en ville et allèrent se promener juste tous les deux. Une fille qui passait par là jeta un œil à Caroline et fit la remarque qu'elle était adorable. Le protagoniste regarda sa sœur et réalisa « C'est ça! Ma sœur est la plus mignonne du monde. » Ils passèrent devant la fromagerie et virent un petit chat à l'entrée du bâtiment. Caroline le caressa et dit qu'elle voulait voir ce qu'il y avait là-bas. Elle entendit des cris au loin et décida d'aller voir. Ils virent des enfants en train de jouer. Caroline était folle de joie et dit à son frère que c'était la première fois qu'elle voyait d'autres enfants. Le protagoniste souriant pensa qu'il venait de voir un animal rare. Un enfant passa en courant. Il essaya d'arrêter quelqu'un mais trébucha et tomba. Caroline vit le garçon tomber et courut l'aider. Elle s'assit à côté de lui et demanda « Tu t'es fait mal ?» Les enfants les entourèrent et commencèrent à leur poser des questions pour savoir qui ils étaient. D'autres enfants demandèrent s'ils étaient un frère et sœur. Caroline se cacha derrière son frère. Le protagoniste fit un signe de la main à tout le monde et les salua. Sa sœur lui chuchota doucement quelque chose à l'oreille. Il la regarda et demanda « Tu peux le faire toute seule ?» Caroline s'approcha des enfants et demanda maladroitement « Est-ce que vous me laisserez jouer avec vous ?» Un groupe d'enfants remarqua sa façon étrange de parler comme si elle était riche ou quelque chose du genre. La sœur fut surprise. « Étrange !» Les enfants la rassurèrent et lui proposèrent de jouer. Zex, un sourire aux lèvres, fit un signe de la main. Le protagoniste regarda la foule et se dit que c'était génial. Des serviteurs se seraient évanouis en voyant ça, mais même la différence de statut n'est pas une raison pour donner des ordres à qui que ce soit. Le protagoniste regarda sa sœur apprendre à jouer à pierre-feuille-ciseaux et, il a compris, si tu veux quelque chose, tu dois le demander sincèrement. Il voulait inculquer cette valeur à Carole. Le protagoniste a entendu les enfants demander de loin « Est-ce que son frère ne joue pas ?» Il a couru vers eux pour jouer et quelqu'un les observait. Ce soir-là, après une bonne partie, il prenait un bain. La sœur parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Zex lui a demandé « Est-ce qu'elle s'est amusée ?» Caroline a répondu d'une voix forte « Énormément. » Zex a ramassé une bassine par terre et a annoncé qu'il allait rincer la mousse. Il a versé l'eau sur la tête de Caroline et a enlevé la mousse. La sœur a pris ses cheveux mouillés dans ses mains et a demandé doucement « On pourra rejouer ensemble. » Zex l'a regardé et a hoché la tête d'un air approbateur. Caroline était folle de joie et s'est jetée sur son frère. Elle lui a dit avec un sourire à quel point elle l'aimait. La domestique l'a remarqué et a ajouté « Madame, c'est impoli de faire ça. » Le lendemain, ils sont retournés là où ils avaient joué avec les enfants. Caroline était assise sur les marches avec ses amis. Une amie a fait remarquer à quel point son frère était cool, qu'il était le meilleur. Une autre amie a dit qu'elle était en fait jalouse parce que son frère était toujours méchant et la harcelait. Elle a ajouté « Aujourd'hui, il lui a volé sa dernière tomate et l'a mangée et il pue. » Un enfant leva la main et proposa de jouer à cache-cache. Le protagoniste perdit à pierre-feuille-ciseaux et les enfants crièrent « C'est lui le loup !» et ils coururent se cacher. Ils lui demandèrent de compter jusqu'à 100 et partir dans différentes directions. Zex sentit son prestige en prendre un coup parce qu'il avait perdu. Il jeta un coup d'œil à sa sœur et lui demanda ce qui n'allait pas et pourquoi elle ne se cachait pas. Elle tira sur ses vêtements et se rapprocha. Le protagoniste comprit qu'elle avait peur et lui suggéra d'apprendre à se repérer toute seule en ville car ce serait très utile à l'avenir. Il lui demanda si elle pouvait s'en sortir. Elle accepta et courut se cacher. Le protagoniste la regarda s'éloigner. En pensant à la vitesse à laquelle elle grandissait, il réalisa qu'il se comportait plus comme un père que comme un frère. Et vu l'âge qu'il avait dans sa vie antérieure, il aurait très bien pu avoir une fille comme elle. Zex compta jusqu'à 100 et partit à leur recherche. Caroline se mit à courir après les enfants. Ils lui suggérèrent de se cacher plus loin. Caroline courut après eux, mais quelqu'un lui couvrit la bouche avec une main et l'entraîna au loin. Le ravisseur la maintint et lui demanda de ne pas bouger. Elle ne voulait pas être blessée. N'est-ce pas? Les autres ravisseurs coururent vers les enfants et commencèrent à les attraper. Caroline réussit à crier à Dan qu'il y avait un ravisseur derrière lui. Le protagoniste termina son décompte et annonça qu'il partait à la recherche. Il demanda « Prêt ou pas, j'arrive », mais il n'y eut que le silence pour toute réponse. Zex commença à s'étirer et remarqua qu'ils étaient plutôt malins pour des enfants car ils n'étaient pas tombés dans le panneau. Il s'étira le cou et réalisa qu'avec sa magie de recherche, il pourrait tous les trouver en une. La magie de détection est un sort incolore à part entière
et l'idée est de libérer du mana par vague, comme un radar pour détecter l'aura des autres. Tout le monde possède de la magie, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Le protagoniste expira et se mit à courir pour chercher. Il décida de ne pas utiliser la magie car ce serait injuste. Et quel plaisir y aurait-il au jeu sinon Zex trouva le premier enfant dans les buissons et le second derrière un monument. Les enfants firent remarquer à quel point il était rapide et ne comprenaient pas comment il les avait trouvés. Le protagoniste éclata d'un rire bruyant et malicieux. Il ajouta « Quand j'étais enfant, on m'appelait le dieu du cache-cache, il ne faut pas me chercher. » L'enfant le pointa du doigt et fit remarquer qu'il était encore un enfant. Les enfants expliquèrent que Carol Dan et Mia ainsi que Tara étaient toujours là. Zex se gratta le menton se demandant pourquoi il avait un si mauvais pressentiment. Il sentit la magie de Carol et comprit que c'était un signal de détresse car ils avaient convenu de ne l'utiliser qu'en cas de réel danger. Le protagoniste courut entre les maisons et décida de vérifier à nouveau. Il courut derrière une maison et utilisa sa magie de détection. Zex les trouva mais ne savait pas comment s'y rendre. Il utilisa le renforcement corporel et sauta de mur en mur pour monter sur la maison. Il courut très vite sur les toits en direction de sa sœur. Le protagoniste sentit la présence de Carol Dan et Myria, tous regroupés. Terra était un peu plus loin et il y avait 3 sources de magie inconnues à proximité. Il se rapprocha en courant et depuis le toit vit les ravisseurs couvrir la bouche de sa sœur avec leurs mains. Zex était furieux mais il réalisa que s'il fonçait tête baissée, il n'aurait pas le temps de tous les assommer et les enfants pourraient être blessés. Il se demanda quoi faire et commença à élaborer un plan. Les ravisseurs ligotèrent les mains de Caroline et la bâillonnèrent. Ils décidèrent de partir pendant qu'il n'y avait personne, mais c'est alors qu'ils virent de la petite. Tara sortit en courant avec un bâton et leur ordonna de laisser partir leur frère. Le protagoniste fut très surpris de la voir. Le ravisseur, un sourire aux lèvres, dit « Oups, en voilà une autre ». Tara s'enfuit en courant et il se lança à sa poursuite, demandant à la demoiselle de venir avec eux. Zex sauta du toit, réalisant qu'elle avait bien fait car maintenant toute leur attention était portée sur elle. Le protagoniste sauta et réalisa à quel point il tombait lentement. Il décida de compresser son mana, de créer un support et de prendre appui dessus. Zex s'élança violemment depuis ce support et assomma un premier ravisseur, puis le deuxième. Le protagoniste comprit qu'il ne restait plus que le dernier et se lança à sa poursuite. Il le rattrapa et tenta de le frapper, mais l'autre esquiva. Zex engagea le combat avec le ravisseur et réalisa que même avec une force multipliée par 5, il n'avait que la force d'un enfant de 4 ans multipliée par 5. Le ravisseur le souleva par la jambe et lui demanda « T'as bientôt fini ?» Le protagoniste comprit qu'il ne pouvait toujours pas vaincre un adulte expert en arts martiaux. Il pensait que s'entraîner pendant l'enfance était néfaste, mais que ça valait quand même la peine d'apprendre quelque chose. Le protagoniste réalisa qu'il devait se dépêcher, sinon les 2 autres pourraient se réveiller. Il vit la tête du ravisseur qui le tenait s'enflammer. Carol projeta des flammes de ses mains droit sur lui. Le ravisseur s'embrasa et se mit à courir hurlant de douleur. Il supplia les autres de l'éteindre, mais le protagoniste le frappa d'un coup de poing et le mit à terre. Zex dit calmement « Bon, je suis d'humeur clémente aujourd'hui. Je vais l'éteindre, mais je ne garantis rien pour ses cheveux. » Tara courut vers son frère ensanglanté et le supplia de lui répondre. En larmes, elle demanda quoi faire car le saignement ne s'arrêtait pas et que son frère allait mourir comme ça. Tara hurla à travers la rue « À l'aide quelqu'un !» Le protagoniste entendit son cri et utilisa son déguisement. Un homme regarda par la fenêtre et cria « Arrêtez de hurler !» Il ne vit personne et se dit qu'il avait sans aucun doute entendu des voix. Caroline prit la main de l'enfant et commença à le soigner. Dan se remit à respirer et dit « Tout va bien maintenant ». Il posa la main sur sa poitrine et réalisa qu'il n'avait plus mal. Carol demanda surprise « Quoi? Ça ne fait plus mal du tout. » Tara serra son frère fort dans ses bras et s'écria « Dieu merci ». Elle se mit à pleurer car elle pensait qu'il allait mourir. Dan sourit et répondit « Oh allez, il va bien ». Sa sœur ajouta « Seulement parce que Carol l'a sauvé ». Dan regarda Carol et lui demanda pourquoi elle avait les cheveux dorés. Tara lui donna une tape sur la tête et le traita d'idiot. Elle expliqua que seule une sainte pouvait avoir des cheveux dorés. Dan demanda surpris « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Le protagoniste jeta un coup d'œil à sa sœur et s'approcha d'elle. Les enfants les regardèrent et les demandèrent « Ne seraient-ils pas tous les deux nobles par hasard ?» Zex et Carol rentrèrent chez eux en silence. Il vit son visage triste et lui proposa de monter sur son dos. Carol s'excusa auprès de lui d'avoir rompu leur promesse. Elle ajouta qu'elle savait à quel point elle avait eu tort et lui demanda de ne pas la détester. Zex s'arrêta et dit que c'était plutôt à lui de s'excuser car il était arrivé trop tard. Sa sœur lui répondit que non d'une voix triste. Elle savait qu'il viendrait, c'était certain. Le protagoniste regarda la blessure sur sa main et remarqua qu'elle se l'était brûlée. La sœur acquiesça disant qu'elle l'avait à peine senti en brûlant les cordes et que ce n'était rien. Elle le regarda et lui demanda si elle lui avait été utile. Zex sourit et lui répondit. Elle l'avait beaucoup aidé. Et à propos de Dan, il dit qu'elle avait décidé qu'elle devait simplement le sauver et que ce désir était plus fort que n'importe quelle promesse.
Et s'il le lui avait interdit, aurait-elle laissé Dan mourir? La petite sœur répondit non. Le protagoniste lui dit d'être fier d'elle et de ne pas s'inquiéter car elle était la meilleure petite sœur du monde et que quoi qu'il arrive, il s'en occuperait. Carol s'excusa de nouveau auprès de lui. Le protagoniste répondit qu'il n'y avait pas de quoi s'excuser. Il lui demanda si elle le sauverait s'il avait des ennuis. La sœur répondit d'une voix forte « Bien sûr ». Le protagoniste sourit et dit « Eh bien voilà, on se soutiendra l'un l'autre ». Caroline se repassait ces mots dans la tête « se soutenir l'un l'autre ». Il lui avait demandé poliment et avec un sourire de le sauver quand il aurait des ennuis. Sa sœur le serra fort dans ses bras et accepta de le sauver. Zex rit et dit qu'il la prenait au mot. Caroline montra le ciel du doigt et dit « La première étoile ». Le protagoniste pensa que Carol était en train de devenir une fille merveilleuse. Il voulait qu'elle grandisse sans peine ni souci. Une semaine s'était écoulée depuis que les ravisseurs avaient attaqué Carol et les autres. Zex géra les conséquences assez facilement et la première chose qu'il fit fut de dire à Dan et à ses amis de la fermer. Étant donné qu'il leur avait sauvé la vie, ils acceptèrent sans plus de cérémonie. Dan dit en plaisantant qu'il dirait à tout le monde que Carol ne pouvait pas vraiment utiliser la magie de la lumière. Tara le gifla et le traita d'idiot. Le protagoniste lui expliqua que l'objectif principal était de ne pas du tout aborder le sujet. Il demanda s'il avait compris et reçu une réponse approbatrice. Le protagoniste avait mis la pression aux enfants en disant qu'ils ne diraient rien à personne. Mais malgré tout, Zex, sa sœur et la servante se rendirent en ville le jour même. Caroline fit remarquer qu'elle ne savait même pas que de tels endroits existaient dans la ville. Sa sœur vit un homme allongé par terre et demanda « Il ne se sent pas bien. » Sion lui répondit « C'est juste un ivrogne. » Zex réfléchit en silence. Comment ont-ils bien pu atterrir ici? Il réalisa que c'était de sa faute, il n'avait pas pu lui dire non. Sa sœur insista disant qu'elle était la fille du comte et qu'elle devait savoir comment vivaient les gens. Zex essaya de lui expliquer que c'était vraiment dangereux là-bas. Caroline posa la main sur sa poitrine et dit fièrement « Pour améliorer la vie des gens en tant que fille de la maison Forainod, elle se doit simplement d'y aller. » Le protagoniste réalisa qu'il ne pouvait pas lui refuser. Il vit un homme assis par terre au loin et utilisa sa perspicacité. Le vieil homme les regarda et demanda « Qu'est-ce que vous regardez comme ça? » Il essaya de les chasser, ajoutant « Ce n'est pas un terrain de jeu pour les enfants d'ici. » Sion demanda d'une voix forte « Comment ose-t-il? » Zex la calma et l'assura qu'il n'y avait pas d'erreur. Le protagoniste comprit que même s'il était grossier, il était en réalité juste inquiet pour eux. C'était le candidat parfait pour des négociations et son nom était Publi. Publi dirigeait les bidonvilles à la périphérie de la capitale étrangère. Le protagoniste s'approcha de lui et dit « Ça peut vous paraître étrange d'entendre ça d'un enfant, mais nous avons une proposition d'affaires. » Zex se présenta et dit qu'il était le fils d'un seigneur étranger. Il désigna sa sœur et sa servante et les présenta également. Pobol demanda avec intérêt une proposition. Le protagoniste expliqua que des bandits s'étaient récemment infiltrés dans la ville pour commettre des enlèvements. Il ajouta « Nous les avons capturés, mais rien ne garantit que cela ne se reproduira pas. » Pobol demanda « Et tu penses que tu les as aidés ou quoi? » Zex écarta les bras et dit « Mais ce genre d'individu se cache généralement dans des zones comme celle-ci et vous en êtes le chef. Il connaît tous les étrangers. » Pobel fut d'accord avec lui et demanda « Et alors, ce sont les dirigeants et ils n'ont pas levé le petit doigt pour eux. » Le protagoniste lui dit qu'il voulait nettoyer la ville et la rendre plus sûre. Pobel demanda tristement « Et nettoyer les bas-fonds aussi. » Il dit qu'il n'aiderait personne qui menacerait son peuple. Pobel cria fort et avec colère « Dégagez !» Caroline accourut vers lui et lui demanda poliment d'aider son frère. Elle baissa la tête et raconta tristement comment elle était sortie en ville pour la première fois et s'était fait des amis mais qu'ensuite ils avaient failli être kidnappés et que son frère était venu à leur secours. Caroline ajouta qu'elle l'avait lui et les chevaliers au domaine, mais qu'elle ne voulait pas que ses amis ou qui que ce soit d'autre aient peur de sortir. Elle joignit les mains devant elle et dit qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que cela se produise. La jeune sœur demanda une nouvelle fois poliment à Pobel de les aider. Pobel ne comprenait pas ce qui se passait. Puisque la fille du comte était agenouillée devant lui, le protagoniste lui jeta un regard et ajouta « Bien sûr, ils augmenteront aussi la sécurité. Ils ont juste besoin de partager les informations et le reste dépend d'eux. » Il ajouta que personne ne toucherait à son peuple. Caroline demanda tristement « Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? » Pobel se tout être réfléchi. Zex tendit la main à la servante et ajouta « Enfin, bien sûr, pas gratuitement. » La servante plaça un sac d'argent dans sa main. Il le lui tendit et demanda « Est-ce que cette somme par mois sera suffisante? » Pobel retira sa capuche et dit « C'est par là qu'ils auraient dû commencer. » Il accepta de les aider. Caroline lui prit la main et le remercia très poliment. Pobel renifla doucement. « Ouais. » Sion et les enfants se dirigèrent vers la maison et elle demanda s'ils pouvaient lui faire confiance. Quiconque travaille pour de l'or peut être tout aussi facilement influencé par l'or.
Zex expliqua à la servante. Voilà le truc. Au fond de lui, il était prêt à tout accepter, mais son habitude de considérer les nobles comme ses ennemis l'empêchait d'être d'accord si facilement. Le protagoniste leva un doigt et ajouta. Il a justifié ses actions. Sion demanda surprise. Il le pense vraiment. Le protagoniste montra son œil du doigt et dit que sa magie lui permettait de voir les émotions et qu'il en était certain. Il regarda la servante et demanda doucement « Est-ce qu'il lui fait peur ?» Caroline entendit cela et dit « Oh non !» Elle ajouta à quel point elle l'aimait. Zex la remercia avec un sourire et dit qu'il l'aimait aussi. Sion pensa « Maître Zex me semble effrayant. » Le protagoniste s'approcha de la cage et jeta un coup d'œil au prisonnier. Le kidnappeur demanda « Alors qu'est-ce qu'on devrait essayer aujourd'hui ?» Zex s'approcha de la cage. Le prisonnier le traita de démon et lui demanda de ne pas s'approcher. Le protagoniste donna un grand coup de pied dans les barreaux et demanda « C'est moi le démon !» Il dit avec un sourire qu'il avait tout vérifié et que selon les lois de leur pays, ils encouraient déjà la peine de mort. Zex expliqua que la magie mentale et de renforcement était simple, mais que l'affaiblissement pouvait causer des dommages irréparables et qu'il ne pouvait pas l'utiliser sur des gens ordinaires. Il n'y avait donc aucun progrès. Le protagoniste leur ordonna de se réjouir car ils allaient servir une bonne cause. Après cet incident, le protagoniste réalisa que Carol n'était pas en sécurité et qu'il ne lui permettrait pas de souffrir à cause de sa sensiblerie. Il ajouta que ce n'était peut-être pas la méthode la plus humaine, mais que la sécurité de Carol était sa priorité. Le protagoniste comprit que sans pouvoir, il n'était rien et il entreprit immédiatement de prendre le contrôle du domaine du comte. En prenant le contrôle des serviteurs clés, il eut accès aux affaires des terres de Foronade et découvrit quelque chose d'intéressant. Cela s'était produit il y a 3 jours, le jour de son 6e anniversaire. Il réalisa qu'il devrait adopter un fils. Après tout, le protagoniste savait que les nobles du royaume sacré avaient des obligations légales, et l'une de ces lois stipulait qu'un noble devait avoir 2 fils dans les 10 ans suivant l'obtention de son titre. Il se dirigea vers la fenêtre, regarda dehors et réfléchit. Dans ce monde, plus le potentiel magique d'un enfant est élevé, plus le risque que la mère meure en couche est grand. La noblesse possédait beaucoup de cette magie, c'est pourquoi la polygamie était autorisée. Mais le problème, c'est qu'à part lui et Carol, la famille Foronade n'avait pas d'autres enfants. Zex vit sa sœur à la fenêtre et lui fit un signe de la main. Carol sourit et lui répondit de la même manière. Le protagoniste demanda au majordome « Est-ce que mère est déjà enceinte ?» Le majordome répondit doucement « Aucune nouvelle de ce genre n'est parvenue. » Zex s'éloigna de la fenêtre et demanda « Depuis combien de temps son père est-il le chef de la famille ?» Le majordome répondit « 9 ans. » Le protagoniste réalisa que la situation était grave. Non seulement on lui retirerait son titre, mais on l'exilerait aussi. Le protagoniste songea qu'une maison étrange avait été considérée et enregistrée comme un clan du feu, même si elle était sans couleur, mais que le test avait confirmé son lien avec les ancêtres. Zex regarda le majordome et demanda « Est-ce qu'un enfant adopté compte toujours pour remplir l'exigence ?» Le majordome répondit calmement « Le premier-né doit être un parent par le sang. Pour le second, aucun problème. » Le protagoniste demanda surpris « Et si le fils aîné meurt ?» répondit l'assistant. Alors, à titre exceptionnel, l'acte de naissance est réécrit au nom de l'enfant adopté. Zex comprit. C'était donc une faille juridique grâce à laquelle il pourrait s'emparer du pouvoir. Il se gratta le menton et pensa « Cette maison, elle me dit quelque chose. » Le majordome lui tendit les documents et l'informa qu'ils avaient déjà reçu une offre d'une famille baroniale. Zex prit les documents et les regarda avec surprise. Le majordome d'une voix inquiète demanda « Maître ». Le protagoniste le regarda et ordonna d'approuver l'adoption. Le majordome accepta l'ordre. Zex jeta un coup d'œil au document et vit la signature. Orc Farata Yunan Byakudai. C'est le nom de l'un des personnages romantiques du jeu, et dans sa route, il devient son ennemi juré, usurpant le pouvoir dans le comté de Feronatada. Le protagoniste ajouta « Un orc de la race des hommes bêtes. Bien que le royaume soit une monarchie constitutionnelle, le pouvoir de l'Église est également puissant. C'est pourquoi il y a 2 factions principales. L'une d'elles considère le dieu humain comme suprême et les dieux des autres races comme subordonnés. » Il ajouta que la faction pluraliste prône l'égalité de tous les dieux. Mais à quoi tout cela mène-t-il? Exactement à la discrimination raciale. Si le dieu humain est au-dessus de tous les autres, alors les humains sont au-dessus de toutes les autres races. Et cette idéologie règne dans l'esprit des fanatiques. La famille royale soutient la faction pluraliste. Il n'y a donc pas de persécution ouverte. Mais en réalité, les nobles hommes bêtes doivent être extrêmement prudents pour ne pas tout perdre en un instant. Et il semble que la famille des orques, les barons Byakudai, ait fait une sorte d'erreur de calcul. Le protagoniste comprit que l'orque était proposé à l'adoption. La famille sent la fin approcher et essaie de le sauver lui au moins. Quelque temps après, le majordome informa M. Zex que le maître de l'orque était arrivé. Le protagoniste ordonna qu'on l'amène au salon et dit qu'il arriverait bientôt. Le majordome hocha la tête silencieusement et dit « À vos ordres ».
Et pas un mois ne s'est écoulé depuis notre réponse, pensa Zex. Ils ont fait vite. Il prit la main de sa sœur et lui proposa d'y aller. Elle accepta et lui prit la main. Le protagoniste réalisa que dans un an, la famille du baron serait anéantie. Certains seraient simplement tués, d'autres réduits en esclavage, et tout se déroulait exactement selon le scénario du jeu. Il n'y avait pas de temps à perdre. Orca les salua maladroitement, annonça qu'à partir de ce jour, il serait un membre de la famille Forno et se présenta. Craintivement, il leur demanda de bien vouloir prendre soin de lui. Le protagoniste le vit et pensa « Quel beau il est adorable !» Il l'avait vu dans le jeu, mais en vrai, c'était trop. Et il aurait exactement la même apparence à l'âge adulte, juste un peu plus grand. Le protagoniste pensa qu'il était trop mignon pour un garçon, donc ce n'était pas loin de la vérité. Il tourna la tête et se souvint comment lui et Carol s'étaient moqués de cette merveille dans le jeu. Impensable. Zex se présenta comme le fils aîné du comte Fourneau ainsi que sa sœur. La sœur dit d'une voix forte « Moi, c'est Caroline, la petite sœur de mon frère. » Le protagoniste s'assit en face de lui et dit qu'il pouvait laisser tomber les formalités maintenant qu'ils étaient une famille et qu'il était ravi de le rencontrer. Orca, la voix tremblante et bégayant, dit qu'il était également ravi de les rencontrer. Le protagoniste vit qu'il était sur les nerfs. Il réalisa qu'il devrait trouver un moyen car sa route représentait un danger pour eux. Zex se leva et lui proposa de lui faire visiter la maison. Orca s'excusa et dit à quel point il était fatigué du voyage. Zex s'excusa disant qu'il n'y avait pas pensé et ordonna au majordome d'escorter le jeune maître orc à sa chambre. Le majordome hocha la tête et escorta l'orc. Le protagoniste comprit que des temps difficiles les attendaient. Comme il le craignait, l'orc était trop renfermé et quittait rarement sa chambre. Et quand il le faisait, il criait. Le protagoniste se gratta le menton et réalisa que, vu les circonstances, il ne l'avait pas dérangé de toute la semaine. Mais il était temps de passer aux choses sérieuses et de changer de tactique. Sa vie et celle de Carol étaient en jeu. Il sauta en l'air et s'écria « Alors organisons une tea party !» Le protagoniste nomma les participants lui-même Orca, Carol et Sion à leur côté. Il y avait aussi un magnifique jardin, un thé raffiné et une montagne de sucreries. Comment ne pourraient-ils pas discuter? Ils sortirent dans le jardin, s'assirent à table et commencèrent à manger. Le protagoniste jeta un coup d'œil à sa sœur et la vit boire son thé avec une expression mécontente tandis qu'Orca ne buvait rien du tout. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle. Bon. Orca était comme ça depuis son arrivée, mais Carol était toujours ravie quand il l'invitait. Zex la regarda dans les yeux sans pouvoir comprendre. Sion lui murmura doucement à l'oreille « Peut-être devriez-vous faire quelque chose. » Le protagoniste hocha la tête et acquiesça. Il leur dit qu'ils étaient réunis ici pour tisser des liens en tant que famille et leur demanda de se détendre. Caroline posa sa tasse et dit doucement « Cher frère, un thé en famille. » Elle s'excusa et dit qu'il ne l'avait pas mentionné et qu'elle était venue avec la ferme conviction que ce ne serait que tous les deux. Zex fut surpris et demanda « Vraiment ?» Il sourit et s'excusa. Mais puisqu'ils étaient déjà réunis et vivaient désormais ensemble, ils devaient se soutenir mutuellement et c'était une excellente occasion de mieux se connaître. Carol lui jeta un regard et répondit « J'ai seulement accepté de soutenir mon cher frère. » Zex sirota son thé et sourit surpris. Orca continuait d'avoir le hoquet et de se cacher. Le protagoniste a regardé sa sœur et lui a demandé de ne rien dire car Orca était nouveau ici et avait probablement peur. Le protagoniste a regardé Orca et lui a demandé de ne pas avoir peur car sa sœur était en réalité une fille très gentille. Orca a bégayé. « Oui. » Il a regardé tristement ses yeux en colère et a de nouveau eu un hoquet bruyant. Zex ne comprenait pas comment cela avait